parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce de la série H-Show. Le film d'aujourd'hui s'appelle Avengers Endgame. Et oui, enfin j'arrive bien après la hype, bien après la grosse pub. Je suis un très mauvais commercial, mais on y arrive. Il était temps que j'en parle. Il était temps que j'aborde la fin du MCU. Il est donc réalisé par Peter et Joe Russo, comme d'habitude. Il est sorti le 24 avril 2019 et je l'ai vu au cinéma et en version originale. Et oui, on a enfin réussi à le voir avec ma compagne. Ouf, comme on dirait. Et tout de suite, je tiens à le dire, ça va être un peu spécial, c'est un très gros épisode, donc on va pas perdre de temps, Sam Alec, je vais juste vous expliquer le principe. Pour cet épisode sur Avengers Endgame, en fait, je pense qu'il y aura 2 voire 3 parties. Une première où je ferai une critique du film, donc avec une partie spoiler et une partie sans spoiler. Ou plutôt une partie sans spoiler, puis une partie avec spoiler. Je ferai une deuxième partie où j'évoquerai les films les plus singuliers du MCU, en quoi je pense que c'est les films à voir et qui se détachent réellement du reste des films du MCU, des films de super-héros, voire même des films en général. Et ensuite, je vous ferai une dernière partie, je pense, donc ça fera 3 blogs audio différents. Hein. Je ferai une dernière partie qui sera un peu non pas un bilan du MCU, mais où je retracerai les trajets des différents personnages, pour vous mettre en lumière, je pense, les incohérences du MCU, mais aussi les très très grandes qualités, je pense, d'écriture et de cohérence pour certains personnages. Je trouve que dans tous les cas, en faisant le trajet des personnages à travers les films, on arrive à une critique, je trouve, beaucoup plus cohérente de cet univers-là, aussi bien de ses réussites que de ses échecs. Et donc voilà, il y aura a priori 2 voire 3 parties. Je sais pas encore, ça dépend si la partie 2 que je compte faire sur les films singuliers du MCU est un peu trop longue, je la couperai donc en une partie particulière. Si par contre elle est plus courte que prévu, j'enchaînerai tout de suite avec la partie sur les trajets des personnages dans le MCU, mais si vous comprenez pas trop le truc, c'est pas grave, vous verrez, ça va sortir bientôt. Aujourd'hui, on attaque la critique donc de Endgame. Honnêtement, on n'en pouvait plus avec ma compagne, on n'en pouvait plus. À la maison, on a joué les adultes blasés, mais en fait, une semaine à attendre, ça a été genre trop long pour nous, quoi. On l'a vu une semaine après que ce soit sorti, et je n'ai trouvé le temps de l'enregistrer qu'aujourd'hui. On a suivi la série d'Avengers scrupuleusement, et je crois qu'on a réussi à tous les voir au cinéma. Même après la naissance de ma fille, et vu comme on a eu du mal à trouver du temps, c'est un petit exploit. Cette petite mise en contexte pour vous faire comprendre que l'on n'était pas hypé, on n'avait pas regardé les bandes annonces, etc. Mais on attendait quand même cette fin avec impatience, parce que parce qu'en 11 ans c'est long, et que certains films de la série ont réussi des choses, et ont été très bons. Et oui, je sais, ça fait bondir certaines personnes, mais je pense vraiment que dans cette série, il y a de très bons films. J'y reviendrai dans la partie dédiée. Et donc, que dire ? Je vais faire une courte partie spoiler, comme je vous l'ai dit, courte pour 2 raisons, parce que déjà j'aime respecter ceux qui ne l'ont pas vu, et il y en a toujours, et comme c'est la conclusion d'une saga, j'aimerais un peu parler de tout sans spoiler dans un premier temps. Je trouve que c'est mieux, c'est pas commercial, là, c'est juste vraiment que j'aime bien l'idée, j'essaye dans mes différents blogs de pas trop spoiler les films, et de vous laisser la liberté de penser ce que vous voulez. Je vais le faire aussi sur ce film, bien que a priori il ait été très très vu, qu'une grande partie de vous l'a probablement déjà vu, connaît la majorité des films du MCU, et ainsi de suite. J'aime bien ça, parce que si on retombe dessus plusieurs années plus tard, parce qu'on sait jamais si YouTube est encore là dans quelques années, et ben vous aurez la possibilité d'écouter de ce blog, au moins la partie sans spoiler, pour vous donner ou pas de voir ce film. Et oui, je suis comme ça, je suis très 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 gentil, et je pense beaucoup à vous. Voilà, donc je disais, je vous préviens, je me laisse le temps de tout traiter aujourd'hui, je me lâche encore plus que d'habitude. Si le podcast fait 2 heures par morceau, ne soyez pas étonnés. Ce sera pas le cas, j'ai un peu réduit tout ça, et c'est pour ça que je vais le couper en 3 parties, parce que sinon ça aurait été interminable, entre guillemets. Mais voilà, je vais me lâcher, hein. Il y aura quand même 2 à 3 audioblogs sur ce film, c'est quand même beaucoup. Donc le pitch, ne perdons pas de temps. Les Avengers sont blessés et divisés profondément après les événements de Infinity War. Alors que les derniers membres de l'équipe ne savent que faire sur Terre, l'arrivée de Captain Marvel et de ses pouvoirs cosmiques motive l'équipe à élaborer une revanche contre Thanos pour réparer la catastrophe que celui-ci avait commis. L'équipe part donc dans l'espace, bien décidée à retrouver Thanos, sans se douter que leur mission s'avérera beaucoup plus longue qu'ils ne l'auraient cru. Essayons de ne pas spoiler trop, mais globalement, au moins dans sa première partie, le film est surprenant. Il fait des choix tranchés, et c'est très bien. Le tout début du film, notamment, est vraiment cool. On retrouve un personnage à un moment crucial,
C'est fort et touchant, une très très bonne intro, hein, c'est sur le personnage de Hawkeye, vous verrez. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et toute la première partie et les répercussions du premier film, de Infinity War, voire des films précédents, sont plutôt bien exploitées. C'est pas parfait, il y a certains éléments qui trompent déjà. Après la catastrophe qui s'est passée dans Infinity War, on devait avoir donc une partie de la population qui aurait disparu. Il y a certains plans où on a l'impression qu'il n'y a plus personne, que les répercussions ont été grave traumatisantes, notamment il croise un enfant qui a l'air complètement perdu dans une rue, on dirait qu'il est tout seul. Et à un moment donné, plus tard dans l'histoire, on voit des gosses venir demander tranquillement des autographes à l'un d'entre eux. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que ça a traumatisé tout le monde? Est-ce que 90% des gens ont disparu ou 50%? Vous voyez, c'est pas très très bien géré. Les répercussions sont parfois un peu floues, c'est pas parfait. Hein. Je tiens à le dire, la plupart des critiques positives que je vais faire du film peuvent être attaquées. Le film est loin d'être parfait. Mais je trouve que globalement les personnages évoluent bien, mûrissent beaucoup, souvent avec justesse. Hulk et Thor évoluent dans un sens différent mais surprenant, et souvent juste, honnêtement. Black Widow franchit un cap de densité aussi, et ça, même si elle était déjà correcte comme personnage dans les autres films, là, franchement, elle prend vraiment une autre dimension. L'histoire de Hawkeye est vraiment excellente. C'était un personnage qui était un peu en retrait de toute la série, qui n'est pas forcément très aimé. Et du coup, dans ce film-là, c'est dommage, parce que son histoire est encore, je trouve, un peu trop en retrait. Et c'est un peu dommage. Mais pour le coup, c'est très cohérent. Et ce qui arrive dans ce film-là, je trouve que ça fonctionne très bien. C'est une très belle histoire, dramatique et tout, ça fonctionne vraiment. Et même des personnages plus inattendus développent des histoires assez complexes, hein, comme Nebula, par exemple, qui pour le coup restait un personnage relativement secondaire dans les Gardiens de la Galaxie, et qui a pour le coup un arc très intéressant sur elle-même, sur son rapport à son père notamment, c'est assez classe. Je suis moins convaincu honnêtement par le trajet de Captain America et d'Iron Man, aussi en quelque sorte. Notamment dans celui-là, et le diptyque globalement. Je veux pas spoiler, mais je trouve que leurs enjeux dans les deux films datent un peu de films précédents, et où c'est mal réintroduit, où il n'y a pas de réelle évolution en fait dans Endgame. Très honnêtement. Hein. Je spoil à peine parce qu'il leur arrive plein de choses, hein, faut pas s'inquiéter, on s'ennuie pas. Mais quand on sort du film, on est un peu en mode quand même, c'est une longue conclusion pour eux deux, plus qu'autre chose. La réalisation est celle des frères Russo, dans le positif et dans le négatif. J'ai pas encore fait de podcast sur la trilogie Captain America, mais je peux déjà dire que la réalisation est très... Leur style de réalisation est très factuel. C'est presque sériel ce qu'ils font. Il y a des liaisons de sens, beaucoup plus que des liaisons visuelles dans leur réalisation. On enchaîne les faits. Ça veut pas dire qu'ils savent le faire avec beaucoup de dynamisme, mais leurs séquences sont souvent très nerveuses, hein, que ce soit des dialogues ou des poursuites et des scènes d'action, où ils brillent réellement quand ils savent ce qu'ils ont envie de raconter, mais je reviendrai là-dessus après. Mais on a quand même cette sensation qu'on enchaîne du fait et du fait et du fait. Il y a un petit côté comme ça, staccadoviste. Mais je trouve pas qu'on arrive non plus... Je sais qu'il y a des gens qui critiquent pas mal leur style en disant que ça ressemble un peu de la série télé, dans le sens où ça va un peu trop vite. Moi, je pense pas. Parce que je trouve que parfois ils arrivent vraiment à mettre de l'ampleur. Il y a la scène de fin est quand même assez dantesque. Et il y a quelques moments dans l'espace, notamment avec Iron Man, et de comédie avec Thor. Moi perso, qui m'a fait beaucoup rire, hein, qui est le personnage comique de ce film-là. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Donc ils arrivent quand même à faire monter le film par moments, dans des moments de comédie, dans des moments d'action. Ils arrivent à donner de l'ampleur à leur mise en scène avec des plans dans l'espace qui sont assez géniaux, qu'ils n'avaient pas trop réussi à faire ça dans Infinity War, alors qu'on avait des trucs dingues comme l'histoire de Thor avec le Nidavellir, qui a quelques plans sympas, mais qui aurait pu être incroyable en termes d'ampleur, et là le film était un petit peu passé à côté, entre guillemets. En fait, le style des Russo a toujours les mêmes limites. Hein. C'est de vraies belles mises en scène de scènes d'action, pas autant que dans Captain America 1 et 2 et dans Infinity War, mais il y a quelques moments sympas, même si par moment, et pas toute une séquence. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes scènes d'action dans Avengers Endgame, mais c'est plus par moment. Il n'y a pas de séquence vraiment entière qui fonctionne, je trouve. Il faudra se contenter de morceaux à défaut de séquences entières. Et en fait, c'est les mêmes limites pour tout le film. Quand les idées de mise en scène sont là, ça fonctionne. Quand ils savent ce qu'ils ont envie de raconter et comment ils veulent le raconter, ça marche. Et quand ils n'ont pas d'idée de mise en scène, ben ça devient tout de suite moyen, voire médiocre. Par exemple, il y a des scènes de guerre, la scène de guerre à la fin, il y a une immense scène de bataille, qui est très inégale. Alors que beaucoup de films de guerre ont montré comment monter des scènes de bataille finale avec de l'emphase, hein, que ce soit
le Seigneur des Anneaux, que ce soit le Harry Potter, que ce soit Star Wars, que ce soit il faut sauver le soldat Ryan. Enfin, il y a plein de films comme ça qui savent vraiment, qui ont créé des scènes de guerre conclusives extrêmement épiques, avec beaucoup d'arcs narratifs, avec plein de personnages, et ça fonctionnait. Et je trouve que si on peut réunir ces films, ça se résout à une idée simple. Le point de vue sur l'action doit être clair, tout simplement. Et là, dans Endgame, le point de vue sur l'action, il est globalement flou, je trouve, dans la séquence de fin. Alors, il y a peut-être plein de raisons. Il y a les producteurs qui leur ont peut-être imposé des choses. Il y a aussi le fait d'utiliser tous les acteurs. C'est très compliqué. Et on sent qu'ils ont voulu utiliser un peu tout le monde, parce qu'ils devaient conclure un petit peu avec tout le monde, ce qui, à mon avis, était stupide. Il y a certains personnages qui ont conclu leurs histoires dans d'autres films, mais en plus, ils n'y arrivent pas, finalement, puisque on sent clairement qu'il y a certains personnages qui ont conclu leurs histoires avant, ou qui devront les conclure après. Et c'est intéressant, du point de vue de la scène de bataille, de comparer Infinity War à Endgame, parce que le point de vue sur la bataille à la fin de Infinity War est extrêmement précis, et du coup, ça fonctionne très très bien, ça raconte très bien ce que ça a raconté, là où dans Endgame, c'est vraiment... flou, ça se balade un peu dans tous les sens, et ça a beaucoup de mal à raconter quelque chose clairement. Mais la mise en scène trahit le film, que le film a été produit très difficilement. L'écriture est globalement bancale et inégale. Le film allie de superbes idées, j'insiste, l'histoire de Hawkeye, je trouve qu'elle fonctionne très très bien, et des incohérences dans le diptyque, donc entre Infinity War et Endgame, et dans la saga. Je vais pas spoiler, vous verrez dans la partie spoiler pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui l'ont déjà vu, mais c'est assez flagrant. Après, le film arrive tout de même à récompenser 11 ans d'attente, avec là aussi des connexions brillantes avec la série. On voit beaucoup de choses qui avaient été amorcées, notamment dans Avengers, l'ère d'Ultron, Avengers 2, qui trouvent vraiment de belles conclusions ici. Il y avait aussi de très belles choses dans Iron Man 1 et 3, qui trouvent des belles conclusions ici, et il y en a plein d'autres. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt classe, pour Captain America aussi, 1 notamment. C'est vraiment du beau taf, ou des prolongements de la scission qui avait eu lieu au moment de Captain America Civil War. Et franchement, c'est des belles récompenses, ça fonctionne vraiment bien. Mais il y a aussi des moments de conclusion, on sent qu'ils se sentent obligés de donner un rôle au plus de personnages possible, quitte à perdre encore plus le film et le rendre indigeste, sans compter un plan féministe, female power, woman power, complètement foireux et gratuit. Moi, je suis fan, il m'aurait fait un plan Woman Power comme ça, j'aurais été fan, mais il aurait fallu le construire, l'amener. Là, c'est tellement gratuit, les personnages féminins se connaissent tellement peu, je sais même pas s'il y en a beaucoup qui se parlent entre elles dans les différentes séries, à part les personnages de Avengers. Bref, c'est complètement foireux. Bref. En conclusion, pour cette partie sans spoiler, si on n'a pas vu la série de films, ou qu'on est moins scrupuleux que moi, que moi et ma compagne, et que vous n'avez pas vu les 22 films, le film est sympa et généreux. Déjà en temps, il dure 3 heures, il prend vraiment son temps, il fait des choix tranchés et intéressants, notamment dans sa première partie, mais malheureusement il se noie petit à petit dans des intrigues pas toujours nécessaires, et une conclusion qui se veut épique, mais qui confond amoncellement de clins d'œil et récompense, avec de la montée en intensité et de la sincérité. Je trouve que le film fait un peu trop produit conclusif par moment. Et ça, franchement, ça aurait pu être vraiment évité. Parce que oui, Endgame cherche à cacher souvent ses très grosses limites. Il y a des incohérences. Je vous parlais des incohérences dans les spoilers. Il y en a plein d'autres qui ont fait des vidéos là-dessus, donc je passerai pas 3 heures, mais il y en a vraiment dont je suis obligé de parler. En plus, il y a des incohérences dans le diptyque, c'est-à-dire que même si on a vu que Infinity War et celui-là, il y a des incohérences. Et alors, par rapport à la saga, il y en a un petit paquet, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Et il veut cacher ça, le film veut cacher ça, toutes ces incohérences, par des petits cadeaux distribués en fans, en mode vous le rêviez, on l'a fait. Et ce, même si ça ne trouve pas sa place dans l'histoire d'Endgame. Vraiment, il y a des choses qui arrivent comme des ovnis, juste parce que c'est une récompense de 22 films. Et ça, vous aviez écouté probablement ma critique de Infinity War, mais c'est inacceptable. On peut pas faire débarquer des choses dans un film en disant il faut que vous ayez vu le film précédent, les 25 films précédents. Ça marche pas comme ça. Surtout quand il y a 22 films. C'est mort. C'est vraiment une manière de perdre le public et de créer un fil émotionnel flou ou de carrément mettre des trous dans le film sans vraiment donner envie aux gens d'aller voir les films précédents. La meilleure manière de donner aux gens d'aller voir les films précédents, c'est de faire un film plein, complet, qui donne envie de voir ce qui s'est passé avant. Et là, c'est clair que Endgame, à ce niveau-là, a beaucoup trop de faiblesses pour ça. Même s'il est très spectaculaire, incontestablement. Au final, est-ce que je vous le recommande ? C'est difficile à dire.
Le film est long pour ce qu'il a à raconter, honnêtement. Mais il a quelques vrais bons moments aussi. Encore une fois, Hawkeye, Nebula, Thor, je trouve que ça le fait. Moi, je trouvais ça vraiment classe. Son trajet, notamment le début du film, qu'est-ce que c'est drôle, bref, ça marche vraiment très très bien. Il y a quelques scènes d'action vraiment fun, mais elles sont malheureusement, ou plutôt quelques moments d'action vraiment fun qui sont malheureusement noyés dans un grand n'importe quoi parfois. Enfin, la fin, toute la partie finale, le film est oversaturé, c'est illisible par moments, c'est généreux, et il y a certains plans, je comprends qu'il les ait fait, la grande charge finale et tout ça, c'est classe, mais après, il faut que ce soit lisible, hein. Même des films qui représentaient des batailles extrêmement fouillies, comme la bataille de Gogamel dans Alexandre de Oliver Stone, réussissaient à l'exploit d'être lisible. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas, hein. Malgré tout, pourquoi pas le voir? Oui, parce que perso, j'aime beaucoup la série et donc j'étais plutôt satisfait. Mais comme je fais des critiques, je suis exigeant et là, le film est beaucoup trop inégal, surtout pour une conclusion, honnêtement. À des endroits conclusifs, il pêche beaucoup trop. Il est généreux en action, il est généreux en spectacle, donc il va passer pour une conclusion acceptable. Mais soyons honnêtes, quand on gratte un petit peu, dès qu'on commence à réfléchir au film, ça va plus. Et émotionnellement, l'impact qu'avait laissé Infinity War était beaucoup plus profond, beaucoup plus juste, parce que c'était un plutôt bon film. Là, on a vraiment un film médiocre, et du coup, ça ne peut pas laisser la même qualité de sensation. Pourtant, c'est un film qui montre... pourtant, je trouve qu'il y avait des tas de films qui montraient, ce qu'on pouvait faire avec des épisodes finales de saga, réussis. Je sais pas, ils auraient pu prendre, comme je disais, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Indiana Jones 3, le retour vers le futur, etc. Je trouve que là, vraiment, pour le coup, Marvel est passé à côté vraiment une très très belle occasion de conclure en apothéose pour vraiment des raisons de production, des angoisses vis-à-vis des fans, que je trouve qui étaient pour le coup déplacées, auxquelles je trouve ils n'avaient jamais réellement cédé jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que Marvel ferait vraiment bien de revoir ses classiques parfois, parce que quelque part Endgame aurait pu être incroyable dans l'histoire du cinéma. Au final, ça va rester un phénomène commercial. Le film va bientôt battre Avatar en 5 à 6 fois moins de temps au box-office. Il approche des 3 milliards au box-office de cinéma, donc c'est complètement fou, évidemment, on est dans des chiffres dingues. Donc on peut pas dire que ce soit un échec commercial, mais l'enjeu n'était pas de réussir simplement un pari commercial, c'était aussi de réussir un pari cinématographique jusqu'au bout, et le MCU avait réussi tellement de choses, il me semble, je reviendrai dans mes différentes parties là-dessus, que c'est quand même décevant d'en arriver à une conclusion aussi mi-figue mi-raisin en termes de qualité de film. Ça reste sympathique à voir, mais moi perso, je pense que si vous avez vu aucun autre film, il y a d'autres films à voir en ce moment qui sont plus intéressants, très honnêtement. Après, il faut aimer vraiment le spectacle de blockbuster, et là, vous comme moi, vous n'aurez pas trop de soucis. Et si vous avez vu les autres films, il y a de la récompense. Mais encore une fois, en tant que film, c'est beaucoup trop inégal. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire dans la partie spoiler, donc j'ai fait un peu court. Merci pour votre écoute, Twitter, Instagram et Facebook, et n'hésitez pas à commenter. C'est super cool d'avoir déjà écouté cette partie. Et puis, matez ce film, et revenez pour la partie spoiler, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous pouvez rester si vous n'avez rien à foutre du MCU, ce que je respecte tout à fait. Et donc, on va attaquer enfin la partie spoiler. Je dis bien enfin, parce que ça fait plaisir de pouvoir attaquer un peu plus en détail, surtout quand on a beaucoup de choses à dire. Alors, on y va. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu, on attaque. C'est donc la fin exceptionnellement. Je vais spoiler potentiellement, comme c'est la fin de la saga, 22 films. Ouais, je sais, je vais spoiler tous les films. Donc, désolé, j'espère que vous les avez vus globalement. Mais si je veux m'expliquer correctement dans ma partie spoiler, je vais devoir spoiler un peu tout ça. Donc pareil, si vous n'avez pas vu certains films du MCU qui vous tentent et que vous devez aller le voir, je vous conseille d'aller le voir maintenant et de revenir. Évidemment, ça me fera vachement plaisir. Donc, on va procéder par points, parce que vous avez déjà eu mon avis global, comme avant dans la partie sans spoiler. Je vais essayer de procéder un petit peu par thématique, j'essaie de découper de manière un peu plus didactique cette fois-ci, histoire qu'on gagne un petit peu en lisibilité. Je dirais donc, ma première partie serait, les films du MCU sont des épisodes d'une série. C'est souvent affirmé, je sais que Durandal en parle beaucoup dans ses critiques, et qu'il a raison. Alors, quelque part, c'est vrai, mais je trouve que ce n'est pas devenu flagrant, enfin c'est devenu flagrant je trouve que dernièrement, avec Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel. Deux films qui se relient aux autres par des scènes post-génériques
franchement, et c'est tout, tout en survolant leurs histoires et leurs enjeux. Je trouve. Franchement, c'est essentiellement les scènes post-génériques de Ant-Man et de Captain Marvel qui font que ces films sont dans la série. Sinon, je n'aurais pas vu l'intérêt. Ant-Man était déjà dans la série avant, mais Captain Marvel, c'est flagrant. Et une fois qu'on a vu Endgame, alors je pense que, comme vous l'avez vu, vous êtes dans la partie spoiler, c'est quand même hallucinant, toute la hype qu'on a fait autour de ce personnage à la fin d'Infinity War, pour finalement faire un film entre, et lui donner un rôle très 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 secondaire dans Endgame. Hein. Je sais même pas si elle est vraiment là, d'un autre point de vue que pour l'utiliser ses pouvoirs comme un outil. C'est vraiment ridicule. Toute la hype qui a été montée autour du personnage était complètement creuse, et comme le film en plus est relativement médiocre, je vous renvoie à ma critique si vous connaissez en détail ce que j'en pense, là ça devient encore plus flagrant, quoi. Je dis bien que pour moi ça arrive vraiment sur les derniers films, là, le dernier arc entre Infinity War et Endgame, parce que au début, je trouvais que la balance entre film d'une série et le film tout court était plutôt pas mal. Par exemple, Avengers, tout en étant un film choral, était d'abord un bon film en soi, en ce sens qu'il raconte ce qu'il a raconté sans faire d'ajouts grossiers vers les suites. Je peux dire de même pour Iron Man 3, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, Captain America Civil War, et quelques autres pulminaires aussi, selon moi. Or, justement, et c'était un mauvais signe, entre Infinity War et Endgame, on a eu 2 épisodes filler en quelque sorte, ou presque, et malheureusement, Endgame ressemble aussi à ça. C'est un grand épisode conclusif, et non pas un film qui conclut une saga. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un film plein qui conclurait accessoirement bien une saga. Parce que pour moi, conclure bien la saga, c'est pas que c'est accessoire quand tu arrives au bout de 22 films, mais ça aurait dû venir après que ce soit un bon film. Mais j'y reviendrai à l'occasion. Ma deuxième partie, c'est Endgame et la nécessité de conclure. Donc, j'enchaîne sur cette partie, sur cette idée de la conclusion. Je n'ai pas assez... Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment devant Endgame, mais dépassé l'introduction, que j'ai trouvé bonne, voire brillante, sur bien des points. L'intro sur Hawkeye et la disparition de sa famille, j'ai trouvé ça terrible. La séquence est géniale, il y a une sorte de silence comme ça avant que arrive le logo Marvel et tout ça. C'est vraiment un gros kiff de début de film, génial. Rien que pour ça, je vais remater la première partie du film sans problème. Le meurtre de Thanos en 2 minutes, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. C'est grave et en même temps, ça va vite. Il y a une sorte c'est une défaite, quoi. Et c'est assez génial, je trouve, comme ils ont réglé ça. Le bond de 5 ans en avant, qui je trouve donne beaucoup de densité à l'histoire tout de suite. Le destin de Hawkeye, hein, qui est vraiment terrible. L'histoire de Thor Lebowski, que j'ai trouvé très très drôle, vraiment, qui fonctionne à plein tube, qui est une répercussion pour le coup comique, mais qui s'insère très très bien dans la série. Durandal a assez critiqué le fait que les frères Russo avaient beaucoup de mal à introduire de la comédie dans les films du MCU, et que c'était un peu de la commande, et que par moments ça faisait un peu l'action s'arrête, blague, on redémarre l'action. Là, pour le coup, Thor Lebowski, je trouve que ça marche vraiment à plein tube, surtout qu'ils ont eu la très bonne idée de reprendre les personnages de Taika Waititi, Korg et Mick, et de les introduire, et du coup, on a vraiment une introduction, une insertion de l'univers de Thor Ragnarok plutôt maligne dans l'univers des Avengers, et qui marche très très bien, hein, mais ce Thor obèse, là, qui s'envoie de la bière du soir au matin, un vrai bonheur. Je trouve que c'est à mourir de rire, ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a aussi la maturité prise par Iron Man, hein, puisqu'il est devenu père. On comprend, quand il revient de l'espace, qu'il déteste Captain America, et c'est logique. Il y a encore l'histoire avec son père, qui date de Civil War, qui n'était pas réglée, et qui pour moi est une plutôt bien ramenée. Il n'évoque pas ça directement, mais il dit clairement que Captain avait dit qu'il serait présent, et il ne l'est pas. Et je trouve que... Je sais que Durandal, par exemple, n'a pas aimé ça, mais moi je trouve que c'est très efficace. C'est une phrase, quoi. Il lui dit vous aviez dit qu'on serait tous ensemble, et on s'est battu seul. Et il sait pas ce qui s'est passé sur Terre, du coup il y a une sorte de colère comme ça, de dégoût, d'amertume qui fonctionne vraiment très très bien. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais moi je trouvais que ça se résout très intelligemment, et le fait de faire un bond en 5 ans, et que la paternité lui ait donné de la sagesse, à lui, ça correspond au personnage, ça correspond au fait que ça a été un branleur au début, que c'était un mec qui avait beaucoup de mal à accorder de l'importance à quelqu'un d'autre qu'à sa personne, qui a appris avec Pepper à le faire, de film en film. Ça pour moi c'est vraiment cohérent, et ça fonctionne bien. Et je sais que beaucoup de gens ont détesté Smart Hulk, et que ça a été un peu une des grosses critiques faites à Avengers Endgame. Bah je suis désolé, je trouve que non seulement c'est cohérent, mais je trouve que Mark Ruffalo le vend très très bien, le joue très très bien. Après, j'ai des critiques à faire là-dessus, hein, j'y reviendrai, mais je vais poursuivre pour l'instant cette partie sur la nécessité de conclure. Le film embraye donc plutôt bien toute cette partie-là, je trouve qu'elle marche, parce qu'elle embraye plutôt bien non seulement les répercussions d'Infinity War, mais aussi
tout ce qui a pu se passer du MCU globalement jusque-là, c'est globalement plutôt bien géré, à l'exception faite du fait que Hulk, que Bruce et Black Widow, Natasha se retrouvent dans Infinity War et se disent deux mots. Ils étaient visiblement ensemble dans Avengers Age of Ultron et qu'ils étaient très très proches, et que là, à part échanger deux mots dans Infinity War, ça ne revient jamais. Ce qui pour moi est vraiment un trou qui est juste inacceptable, surtout que quand tu revois Avengers Age of Ultron, bah là tu dis non mais attends, ils ont même pas conclu cette histoire, ils ont même pas essayé quoi. Donc ça pour moi c'est le genre de truc, ce genre de trou de cohérence qui fonctionne pas du tout quoi. Et qui est d'autant plus flagrant quand par la suite, attention spoiler, Natasha meurt. C'est-à-dire que ça pour moi c'est globalement un trou dans le film qui est assez inacceptable. Mais j'y reviendrai. Et donc après cette première partie vraiment très prometteuse, même s'il y a des incohérences, comme je disais dans la partie sans spoiler, les répercussions sont floues, hein. Il y a des enfants qui ont l'air traumatisés, d'autres pour qui ça leur fait aucun effet, on dirait que la vie a continué sans problème, ce qui me paraît dans les deux cas discutable, bref. Le film embraye donc sur la quête des pierres d'infinité, et là, il y a plusieurs problèmes qui commencent. Non seulement le voyage dans le temps est très très grossièrement abordé, en gros, on va faire ce que l'on veut dans la timeline et ça n'aura pas de conséquences tant qu'on remet les pierres à leur place. Franchement, dans le genre scénario feignant, ça se pose là. Hein. Moi, j'aurais beaucoup plus aimé qu'ils doivent aller en furtif dans le passé, récupérer les pierres, effectivement les ramener à l'instant T, mais qui devaient se faire voir par personne et que ça devait vraiment rester furtif. Ce qu'ils foirent tous complètement. Alors, me faire croire que ça n'a eu aucune conséquence après, c'est vraiment lourdingue, mais je vais revenir là-dessus encore, après. Mais le parti pris, je dois modérer ce que je dis un peu, est finalement assez mal exploité, puisqu'il sert essentiellement à conclure les histoires de Iron Man, Captain America et Thor, un peu. Et même si je suis assez charmé par l'idée que le film prenne son temps et propose une quête initiatique au personnage, donc un voyage comme ça, le film compte finalement essentiellement sur les autres films de la série pour se donner de la densité. C'est flagrant notamment avec Thor. Hein. Si on n'a pas vu Thor 2, ça reste assez survolé tout ça. Hein. L'attachement de Thor à sa mère restant très superficiel. Hein. Dans toute la série des films Thor, et dans ce film, puisqu'on comprend qu'il l'aime parce qu'il la retrouve, René Russo vient, elle joue très bien, Chris Hemsworth c'est excellent dans le rôle de Thor et tout ça, donc c'est classe, on découvre que la mère de Thor en fait était un peu une sorcière et qu'il y avait des tas de choses qu'elle voyait venir, notamment sa mort et tout ça. Mais c'est tellement des éléments qui donnent de la densité au personnage au moment convenu, c'est pratique quoi, dans l'histoire. Tu te dis, mais pourquoi elle, qui est sa mère, elle va pas parler à Thor à ce moment-là, en plein dans une histoire où ils sont face aux elfes noirs et tout ça, non seulement qu'elle va mourir, mais qu'il aurait besoin peut-être d'aide pour pas vivre le traumatisme qu'il va vivre. Enfin, il y a une sorte de truc, genre, bah oui, il l'a rencontré, il attend de lui parler, elle sait que c'est lui, mais vous inquiétez pas, ça aura aucune répercussion parce qu'elle sait qu'elle doit rien faire et que c'est mieux comme ça. Tout ça, c'est très facile, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment des facilités de scénario et des voyages dans le temps, pour le coup, qui ont des conséquences très légères. Et même si je suis assez charmé par l'idée que le film prenne son temps... Ah, excusez-moi, je me suis trompé dans mes notes. Et je pourrais citer aussi Captain America et sa dernière danse, hein, qui provient du film Captain America et qui n'a plus été évoqué depuis, grosso modo, Avengers, l'ère d'Ultron. Et ça a été, voire même contredit par une amourette dans Civil War, puisqu'il commence à être visiblement avec quelqu'un dans Civil War, et on n'en parlait plus jusque-là, hein, puisqu'il avait plus été dans la série jusqu'à Infinity War, et dans Infinity War, on comprend qu'il a été plus ou moins un fugitif. Et évidemment, ce personnage féminin, donc je sais plus comment elle s'appelle, Sharon Carter, je crois qu'elle s'appelle, n'est pas présent dans Endgame. Hein. C'est la nièce de Peggy Carter, hein, qui est aussi au Shield, enfin bref, blablabla. Donc le vrai amour de Captain America. Et là, évidemment, elle n'est pas présente du tout, ni de près ni de loin. On ne sait pas si elle a disparu avec le snap, Captain America s'en inquiète pas, visiblement, pas du tout, genre il a 5 ans pour s'en renseigner, on n'en a même pas un mot. Comme c'est pratique, quoi. C'est quand même, ils oublient des trucs quand ça les arrange. Hein. Ce genre de truc où l'histoire est encore plus flagrante entre Hulk et Natasha évente complètement un scénario qui s'est complètement fait de briques et de broc entre, à partir du moment où, grosso modo, ils ont commencé la pré-production d'Infinity War. J'imagine que vous voyez où je vais en venir, mais même si on prend Endgame pour la conclusion d'une série de films, il est souvent incohérent et contredit de manière arbitraire des films précédents. Voilà, comme je disais, Thor est traumatisé par la défaite face à Thanos, mais il n'est pas traumatisé par la destruction de Asgard dans Thor 3,
Et en tuant Thor, et en tuant pardon, Thanos, il a au moins vengé Heimdall et Loki, hein, c'est quand même cool ça, non? Enfin je veux dire, visiblement ça lui fait rien de sympathique, il sombre dans la dépression cette fois-ci. Bah, c'est un peu facile, parce que par le passé il avait tendance à plutôt apprécier le fait de réussir ce genre de choses. Et visiblement, dans Thor Ragnarok, il n'était pas touché du tout par la mort de ses meilleurs amis, qui étaient déjà là dans 3 films avant. Donc vous voyez ce que je veux dire, il avait matière à dépression avant, il me semble. Tout ça, c'est de vraies incohérences, des vrais problèmes d'écriture dans le personnage. Il y a aussi l'autre truc, Ant-Man qui explique que 5 heures dans la dimension quantique, ça équivaut à 5 ans. Et alors là, je demande pourquoi la mère de la guêpe, dans Ant-Man et la guêpe, a vieilli de 30 ans en passant 30 ans dans la dimension quantique dans Ant-Man et la guêpe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des incohérences entre films, et le film est entre Infinity War et Avengers Endgame, c'est-à-dire c'est pas comme si tu peux vraiment l'oublier, quoi. Et il y en a d'autres, il y a des gens beaucoup plus brillants que moi qui ont fait des vidéos en relatant toutes les incohérences de Endgame. Allez chercher sur internet incohérence Endgame, et alors là vous allez voir un paquet de vidéos dessus. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même pas très sérieux pour une conclusion de 22 ans de film. Alors, l'autre partie que je pourrais aborder, c'est Endgame n'est pas un film qui tient seul. Aussi, et en plus. Même si on prend Endgame comme la deuxième grande partie d'Infinity War, Endgame est problématique. Comment on explique par exemple l'absence des Wakandais dans la création de la machine quantique temporelle? On voit clairement dans Infinity War que non seulement leur technologie est plus avancée, mais en plus Shuri a été montrée comme plus intelligente que Banner, dans une scène qui confronte clairement leurs deux intelligences dans un dialogue qui laisse aucun doute. Elle est plus intelligente, et ils ont une meilleure technologie. Mais ils vont jamais les contacter de tout Endgame pour faire le plan qui peut sauver l'humanité, quoi. De tout Endgame. C'est même pas un coup de fil pour voir s'ils sont partants. Et ça marche aussi pour les détails. Pourquoi Ant-Man croise un enfant déprimé, puis plus tard, Smart Hulk est abordé par des enfants en pleine forme pour un selfie? Le monde, il est déprimé ou il va bien? Quelles ont été clairement les conséquences des 5 ans de disparition? Il y a quelque chose là qui est pas clair du tout. Ou encore, pourquoi Captain America se rase la barbe avant de savoir qu'il y a un espoir? Ça devrait pas plutôt être l'inverse? Vous voyez, la fin fait revenir tout le monde en mode célébration, par exemple aussi. C'est mignon, mais il était possible simplement de faire preuve de plus de mesure. La séquence Girl Power aurait été 10 fois plus forte en étant un tant soit peu pensée, et pas seulement comme un gimmick à la mode. Tous les personnages reviennent pour faire leur action en dépit de tout sens. Il est étonnant de voir à quel point la scène de fin a des plans épiques, mais manque globalement de sens de l'épique. Tout le monde se bat contre Thanos, ou porte le gant infini, et c'est tout. La gradation, elle est minimale, c'est du genre tous contre Thanos, tous contre son armée, arrivée des renforts et confrontation, fin. Je veux dire, Infinity War était quand même sacrément mieux monté, hein. À comparer vraiment, y avait une gradation des événements beaucoup plus juste, et qui a amené justement à l'effet puissant de sa fin. Je peux faire une nouvelle partie qui s'appelle Entre audace et hors champ mou. Et c'est dommage parce que le film a de vraies audaces. C'est souvent des gimmicks, certes. Par exemple, le Captain America vieux qui transmet le bouclier. Ok, c'est une très belle idée. Mais à partir des films, il peut pas transmettre le bouclier à Sam. Il doit le transmettre à Bucky ou le transmettre à eux deux. Sam est beaucoup trop en retrait pendant tous les films pour que ça ait du poids. Bucky est mis de côté avant la conclusion de Captain America. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Falcon, il a été là 20 minutes dans toute la saga. Ça fonctionne pas, ça. Ça devrait l'être, ça devrait être émouvant, mais ça l'est pas du tout. C'est émouvant parce qu'on voit Captain America vieux, ça, y a pas de problème, et qu'on comprend ce qu'il a vécu avec Peggy Carter. Mais je suis obligé de le dire aussi, pourquoi on nous met tout hors champ, bordel? Il retrouve Peggy, bisous, hors champ. Pourquoi on est constamment hors des choses? Pareil, Smart Hulk, il est vraiment classe, moi j'ai beaucoup aimé. C'est à lui de faire le snap et tout, ça lui donne une cohérence par rapport à Sirion Gamma et tout ça, c'est vraiment cool. Mais pourquoi avoir mis hors champ la réconciliation entre Hulk et Banner? C'était son enjeu depuis le premier film avec Edward Norton, c'était déjà le cas. Donc pourquoi le mettre hors champ? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi dans les 5 ans pourquoi les 5 ans après le snap sont résolus pour tout le monde avec un cut, alors qu'on avait clairement un personnage pour aller au travers de ça, et pour avoir une gradation plus juste. Tout comme l'histoire entre Banner et Black Widow, hein, qui est un enjeu des films Avengers, et qui reste désespérément hors champ,
Globalement, ils en parlent plus du tout. On voit juste Hulk qui dit j'aurais voulu la ramener, machin. Bon, oui, mais vous vous êtes pas parlé pendant 5 ans. C'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes pas parlé? C'était quoi le problème? Et ça, on avait besoin de le savoir. C'était une vraie intrigue lancée par les films et par, encore une fois, une réaction dans Infinity War, dans le diptyque et dans la saga. C'est un gros ratage parce que c'était très réussi et marquant dans Ultron et dans Thor Ragnarok. Captain America retrouve Peggy, c'est super, mais il la retrouve encore une fois hors champ, comme je le disais. Encore! Mais pour la petite parenthèse, les frères Russo qui ont fait Captain America 2 et 3 l'ont toujours traité comme ça, hein, avec tellement de retenue qu'il en est devenu monolithique. Certes charismatique, mais je trouve pour le coup assez inhumain. C'est bizarre à dire, hein, parce qu'il est charismatique, il a des beaux moments où il fait des discours et tout ça, il est classe, mais le traitement de Captain America reste pour moi l'un des gros échecs du MCU de toute façon, hein. Comment un personnage en tête de 7 films, dont 3 solos, peut-il nous sembler encore aussi froid et lointain? On le connaît toujours pas, c'est un truc de dingue. Bref, je vais pas aborder toutes les incohérences, encore une fois, il y a d'autres vidéos qui le font déjà et en détail, mais vous avez compris, il y en a dans ce film, et qui sont relatifs au diptyque et à la saga, et ça, c'est quand même un gros défaut. Je pourrais parler de cette dernière partie, enfin d'une partie nouvelle qui s'appelle De très belles choses, systématiquement amoindrie par une réalisation en mode à chaque séquence son idée. Je trouve par exemple que le destin de Tony Stark est beau et fait globalement sens dans le MCU et dans Infinity War et Endgame, mais c'est souvent amoindri par une réalisation sans inspiration globalement, mais surtout par un scénario très étrange dans Endgame qui fait revenir le père de Stark alors que son conflit avec lui était réglé depuis Iron Man 2, ce qui rend son trajet un peu absurde. C'est bien qu'il rencontre son père, hein, mais c'est sans enjeu parce que c'est clair dès le début, Tony est un bon père, ça l'a même assagi. Il aime son père, c'est réglé. Donc what? C'est un cadeau pré-mortem. Enfin, moi, j'ai vraiment pas compris l'intérêt dans le fond de cette histoire, hein. C'est joli. Black Widow, par exemple, elle, pour parler d'elle, est plutôt bien traitée. Elle est la seule à s'accrocher pragmatiquement aux Avengers durant les 5 années, post-Snap. Et son attachement à Clint et son sacrifice font sens, mais là aussi, la scène du sacrifice, elle devait-elle être aussi grand guignolesque, hein, alors je suis un peu méchant, je comprends l'idée de vouloir provoquer des ascenseurs émotionnels aux spectateurs, on sait pas qui des deux va mourir, et comme c'est des personnages qui sont relativement secondaires, on se dit que c'est Hawkeye, parce que voilà, il a toujours été un peu plus loin, et finalement c'est Black Widow, mais il me semble que même si Black Widow et Hawkeye ont été bien traités ici, ils ont toujours été trop secondaires tout au long de la saga et Infinity War et Endgame pour prendre autant d'importance. Enfin, il me semble, hein. J'aime beaucoup l'idée, mais je trouve qu'émotionnellement, ça décollait pas parce qu'ils sont pas assez présents dans le film précédent. Ils ont pas assez de poids. Je trouve que le résultat, c'est pas bouleversant comme ça devrait l'être, il me semble. C'est touchant tout au plus. Je nuancerai un peu, hein, concernant Hawkeye, hein. Son trajet est vraiment bon, hein. L'intro est très belle et simple dans ce film-là. C'est sobre et fort. Peut-être mon moment préféré du film, et on évite pas le drame, mais on le traite avec sobriété. Vous voyez la nuance? Mettre des choses hors champ, pourquoi pas, mais quand c'est des choses importantes et que tu veux faire preuve de sobriété, tu les traites, mais tu fais preuve de sobriété. Tu les mets pas hors champ parce que c'est problématique de garder de la sobriété pour les traiter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et cela s'ajoute au fait que globalement, Hawkeye a un destin beau et assez fort dans toute la saga. Et dans Infinity War et Endgame, où son absence dans la première partie prend tout son sens et son importance dans Endgame. Après, il se perd dans la bataille finale, mais mis à part Captain America et le fait qu'il prend Mjolnir, qui a visiblement plu à beaucoup de monde, mais que personnellement, j'attendais pas spécialement. Je trouvais ça bien, mais ça m'a pas spécialement marqué. C'est une scène qui fait peu de sens. Même le retour des disparus n'a pas le temps d'avoir du poids, et devra probablement attendre des films suivants, hein. Donc vous voyez, vous avez dit conclusion, oui, ça conclut plus ou moins, ça réouvre encore des questions, en fait. Je finirai juste sur Thor, que j'ai adoré. J'ai été surpris et mort de rire. Honnêtement, je ne m'y attendais tellement pas que j'ai apprécié tous ces moments. Même si, comme dit avant, on sent le côté il faut trouver un truc à faire à Thor, hein. C'est déjà présent dans Infinity War d'ailleurs. Ils n'ont jamais su vraiment quoi faire de Thor dans toute la série d'Avengers, c'est assez fou. Et que son attachement à retrouver sa mère plutôt que Loki, puisque Loki était beaucoup plus présent dans les films, et il vient de mourir, bah, ça reste assez étrange. Mais je me suis marré un max. Franchement, Thor Lebowski installé avec Mick et Korg, en mode roi bourré qui menace les gosses dans les parties de jeux vidéo online, c'est juste mortel. Moi, je trouvais ça excellent, quoi. Et même tout son passage avec Rocket et sa mère
sont aussi très drôles, hein, quand il dit I am totally from the future. J'aime beaucoup. Ça, vraiment, pour le coup, Chris Hemsworth me bluffe. Il arrive vraiment à aborder différents axes et différentes facettes du personnage avec brio dans les films Thor, alors que clairement, le MCU ne savait pas ce qu'il voulait faire de Thor et le personnage est parti dans plein de directions différentes. C'est vraiment très drôle, ça rafraîchit beaucoup le film. Thor n'a peut-être pas servi qu'à ça dans le MCU, hein. Enfin, n'a peut-être servi qu'à ça, au contraire, dans le MCU. Rafraîchir les histoires. Avec Ragnarok et Endgame, c'est plutôt réussi. Et en fait, c'est assez malin, en fait. Ils ont gardé un personnage sur qui ils savaient pas trop quoi faire, mais du coup, c'est un personnage qui a un univers à lui assez étrange, pour le coup. Si on prend en plus l'univers l'univers introduit par Thor de Asgard, bah ouais, c'est un personnage assez rafraîchissant. Alors, je vais aborder ma conclusion, une conclusion McDonald's, d'une certaine manière. C'est trop sucré, trop salé, et quelque part c'est mauvais pour la santé. Bon, j'en rajoute un peu, hein. J'ai passé un bon moment devant Endgame. Alors que demander de plus? Eh ben beaucoup, beaucoup. À la plus grosse licence de cinéma de tous les temps, on doit en demander plus quand le résultat est autant en dents de scie. Encore une fois, Endgame va bientôt atteindre les 3 milliards au box-office, créant un nouveau record au box-office, donc voilà, on va pas non plus dire qu'ils n'ont pas réussi leur coup. On a eu de l'émotion, ok, y a pas de souci, mais je trouve qu'on n'en a pas eu assez et on aurait dû être bouleversé après autant de films. On veut plus de sens aussi, on veut plus de cohérence, et ça je pense que c'est pas trop demandé. Parce que en l'état, trop de choses sont imparfaites pour que cette saga dure dans le temps comme un tout. Et c'était possible avec autant de moyens. Je sais que beaucoup de gens ont été très touchés par les conclusions, le net est plein de gens en pleurs au cinéma pour ces films et tout, ce que je respecte tout à fait, mais perso, j'ai bien aimé, mais pas au point d'être ému. Je suis peut-être insensible, ou j'ai vu trop de films, peut-être, mais après 22 films, ça la fout mal, non? On devrait tous être bouleversés, quoi. On devrait tous être vraiment pris, quelque part. Même en diptyque, ou une grande majorité de nous. Et même en diptyque, même en pensant le film comme une deuxième partie d'un film et un tout, dont Infinity Endgame, qu'on pourrait appeler, Infinity War me plaît sur bien des points, franchement beaucoup plus, que ce Endgame que je trouve assez insatisfaisant. Au-delà même de ce que j'aurais pu vouloir, hein. C'est leur démarche qui me semble mal menée globalement, à moitié faite. Les bonnes idées succèdent aux idées putassières et complètement faites pour plaire aux gens, avec en tête le plan féministe, comme je disais, qui est complètement gratuit, qui arrive mal, qui défend très très mal en plus la cause des femmes. C'est vraiment débile. Il fallait vraiment pas le faire comme ça. Je suis d'autant plus déçu que certains films de cette saga sont très réussis. Certains m'ont touché, beaucoup. C'est des films que je garde encore dans mémoire comme vraiment de très bons, voire d'excellents films. D'une manière ou d'une autre. Donc je peux pas être tout à fait satisfait par cette conclusion qu'est Endgame. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie spoiler sans spoiler du film. Je vais revenir avec d'autres parties. Bientôt une partie sur les films singuliers du MCU et bientôt une autre partie sur les trajets des personnages dans le MCU. On va se faire plaisir puisque c'est quand même la conclusion de 22 films. On va faire des choses un peu particulières. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce sera un peu des genres de hors-série, mais pas tout à fait. On va parler plutôt de prolongement de cette conclusion. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était déjà un petit peu long, mais ça va encore l'être. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Tweetez, Instagrammez, commentez. Surtout commentez, donnez-moi votre avis. Ça m'intéresse toujours énormément. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut les amis. Ciao, ciao.